Hello, welcome to my channel. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Level Up et Ascension Sociale. Pour les anciennes et les anciens, vous connaissez déjà la chanson, mais pour les nouvelles et les nouveaux, bonjour, je m'appelle Kessie et je suis franco-américaine. Le sujet du jour, aujourd'hui, on va parler de Mélanie Lacruz et de Samantha. Et ce sujet en particulier entre dans un sujet beaucoup plus grand, beaucoup plus global, qui concerne les joueurs de football de l'équipe française, leurs préférences en matière amoureuse, et je vais tenter, durant ce moment, de vous expliquer, selon moi, les raisons pour lesquelles les choses se passent ainsi. Alors, petit disclaimer, dans cette vidéo, je vais parler la langue de Molière. Je vais parler la langue de Voltaire. Je vais parler, en somme, la langue des Lumières, c'est-à-dire français. Je ne vais pas parler la langue de Mao Tse-tung, c'est-à-dire le chinois, le mandarin. Je vais parler français. Donc, pour des personnes qui sont sensibles, cette vidéo n'est pas faite pour vous. Il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne, je vous invite à aller les consulter, mais si vous restez jusqu'au bout, c'est vraiment à vos risques et périls. Je le précise, les propos ici n'engagent que moi, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec mes propos. Vous pouvez exprimer votre désaccord dans les commentaires tout en restant poli, évidemment. Commençons par le commencement. Pour les personnes qui ont skippé, qui ont vite accéléré la partie sur le disclaimer, allez l'écouter, c'est important. Donc, l'histoire des Noirs est très importante et fondamentale dans le sujet du jour. Vous allez me dire, mais quel est le rapport avec le sujet du jour? Eh bien, pour comprendre réellement un phénomène, il faut, selon moi, s'attaquer non pas aux conséquences, mais s'attaquer aux sources, à la racine du problème. Et je crois qu'il faut comprendre réellement d'où viennent les Noirs du monde entier pour comprendre le comportement de certaines personnes et également les choix de ces personnes. Vous n'êtes pas sans savoir que le peuple noir est un peuple qui a subi énormément d'injustices. On peut même parler de crimes contre l'humanité. On ne va pas revenir sur le passé qui est le sien et l'histoire qui est la sienne, mais c'est un peuple qui a énormément souffert et qui a beaucoup de traumas. C'est-à-dire, on parle de l'esclavage, on parle de la colonisation, on parle de la période post-colonisation et jusqu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, la communauté noire, elle subit de plein fouet ce qu'on appelle l'effet de corne. C'est-à-dire qu'on va lui attribuer des préjugés et on va caractériser chaque personne qui appartient à cette communauté de la sorte. En plus de ça, on a les médias occidentaux qui jouent en fait le jeu de la compétition et le jeu, j'ai envie de dire, de la diabolisation d'un continent tout entier et d'une population. On n'est pas ici, voilà, sur le côté victimaire, absolument pas. Ce sont juste des faits. Pour éviter que le peuple noir puisse se réunir comme un seul homme et lutter en fait contre les agressions qu'elle subissait, il y a eu des hommes blancs qui se sont assis et ont réfléchi à la manière de détruire ce peuple pour éviter qu'il puisse s'unir. Là, on n'est pas dans la conspiration, ce sont des faits. Et donc, un des moyens les plus efficaces pour diviser une population, c'est de semer tout simplement la division par rapport à soit un critère physique, soit un critère ethnique. Ce sont des choses qui ont toujours existé. À l'époque des esclaves, c'était la couleur de peau, la carnation de la peau. C'est-à-dire que les esclaves qui étaient les plus clairs étaient mieux traités. On les appelait les haines de maison et les plus foncés étaient dans les champs. Ensuite, on a retrouvé le même principe plus tard, par exemple, pour le génocide rwandais, avec les Tutsis et les Hutus, notamment sur la forme de leur nez. En fait, tout ça pour vous dire que l'histoire, en fait, se répète toujours. Mais il faut être en mesure de comprendre ce qui s'est passé avant pour pouvoir mieux analyser ce qui se passe aujourd'hui. Donc, pour revenir à notre sujet, le colorisme est une chose qui a toujours existé et qui a été instaurée de fait par les hommes blancs pour la communauté noire pour pouvoir diviser cette communauté. Et donc, l'esclave, bah, lui, en fait, j'ai envie de dire que son ascension va se faire en imitant le blanc, en essayant de se rapprocher le plus possible du maître, en l'occurrence ici à l'époque, par rapport à la couleur de peau. D'où le besoin de blanchir sa descendance à tout prix. Si vous observez l'image que vous voyez à l'écran, c'est un tableau historique qui s'intitule La rédemption de Cham.
Je ne sais pas si on dit Cham ou Cam, mais en tout cas, c'est ça le nom traduit du portugais. En fait, cette image, elle est très parlante, elle est criante de vérité. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait des personnes vraiment qui pensaient que blanchir leur descendance était un moyen pour eux d'éviter de faire souffrir leur descendance et de leur réserver un avenir meilleur. Et ça, comme je l'ai dit, ça part en fait du temps de l'esclavage. C'est-à-dire que plus la descendance va être claire, moins elle va subir en fait de choses et mieux elle sera considérée par le maître. Et cette mentalité est conservée aujourd'hui par notamment les joueurs de foot de l'équipe de France. Mais ça, on va y venir dans quelques instants. Ensuite de ça, non content de pouvoir diviser un peuple tout entier, il fallait aussi diviser la cellule familiale. Parce qu'une personne qui est issue d'une cellule familiale stable, normale, elle va grandir en étant équilibrée. Mais si, dès le départ, la cellule familiale est déséquilibrée, est cassée ou est dysfonctionnelle, l'humain a de très fortes chances de pouvoir grandir, en fait, lui-même en étant instable. Et donc, une autre stratégie a été de diviser l'homme noir et la femme noire. Et en l'occurrence, ici, on a utilisé une technique de valorisation de la beauté. C'est-à-dire que par rapport au modèle, j'ai envie de dire, européen, on a mis en valeur, on a mis en lumière la beauté de la femme blanche. La femme blanche, si vous allez dans le dictionnaire, vous prenez le mot blanc, vous allez voir tous les synonymes qui sont attribués à cet adjectif. On va retrouver les mots liés à la pureté, la sainteté, la joie, c'est-à-dire voilà, avoir un cœur blanc comme on dit, c'est vraiment avoir un cœur qui n'est pas rempli de haine, etc. Vous prenez le mot noir, vous allez voir les synonymes de ce mot. Ce sont des mots qui sont très obscurs. On va retrouver voilà, le côté sombre, le côté mauvais, vraiment beaucoup de vices, etc. Et donc ça, en installant comme ça dans l'imaginaire collectif des personnes, une sorte de hiérarchisation par rapport à la couleur de peau, notamment par rapport aux femmes, on a réussi à faire croire à certains hommes noirs que finalement la femme blanche était la femme qui était et qui devrait être mise sur un piédestal, qui devrait être célébrée au détriment de la femme noire. En instillant cette pensée, cette idée au sein de la communauté noire, on a réussi à diviser une partie des cellules familiales en fait noires. Si vous analysez bien, vous allez remarquer qu'à chaque fois qu'un peuple subit un traumatisme, il faut absolument qu'il puisse avoir une réparation, que ce soit une réparation matérielle, financière, mais aussi une réparation psychologique. Je pense à l'histoire des Juifs et je pense également au passage d'Hitler en Allemagne. Après Hitler, il y a eu ce qu'on appelait la dénazification, c'est-à-dire qu'on a poursuivi tous les gens qui étaient pour Hitler et qui soutenaient en fait son idéologie, et ces personnes-là ont été mises en prison. Je pense par exemple, j'en sais rien moi, à l'époque de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne avait dû payer des réparations au peuple français parce qu'il avait été reconnu comme coupable étant le grand perdant de la Première Guerre mondiale. Donc je parle un peu d'histoire, etc. Mais c'est vraiment important pour pouvoir contextualiser les choses. En plus de tous ces éléments, il y a également eu une domination religieuse, où on a imposé au peuple noir des dieux, des religions qui n'étaient pas les religions de leurs ancêtres. Et donc forcément, les hommes noirs ou les personnes de carnation noire ne peuvent pas être célébrés dans ces religions-là parce qu'elles n'ont pas été créées en amont pour ces peuples. Donc on va retrouver, que ce soit dans la religion chrétienne ou musulmane, des dieux, des prophètes, peu importe, qui ne sont pas ou qui sont à l'opposé des hommes noirs. Prenez la religion par exemple musulmane, quel est l'homme le plus puissant à part Dieu? Est-ce que cet homme est un homme noir? Est-ce que cet homme a les cheveux crépus? Est-ce que la femme qu'il a choisie est une femme noire? Est-ce que la femme qu'il a choisie est une femme qui a les cheveux crépus? La réponse est non. Et donc, en fait, quand vous prenez l'importance de la religion, c'est-à-dire que mentalement, on va mettre sur un piédestal un homme qui n'est pas un homme noir, qui ne nous ressemble pas. On va également mettre sur un piédestal une femme qui ne ressemble pas à ma sœur, à ma mère, moi étant une personne noire. Donc en fait, mentalement, psychologiquement, il y a, j'ai envie de dire, en fait, un complexe d'infériorité qui va s'installer de manière très sournoise, en fait, de manière vraiment presque silencieuse. Ça veut dire qu'en fait, il y a des personnes qui vont déjà partir du principe que voilà, parce que un tel dieu ou un tel prophète ne leur ressemble pas, bah forcément,
ces personnes qui ressemblent aux personnes qui sont idolâtrées, vénérées, sont meilleures que nous-mêmes. C'est un peu abstrait comme concept, mais en réalité, c'est quelque chose qui est très profond. Et ce que je viens de décrire là est particulièrement vrai pour les personnes qui sont peu éduquées. Et pour se débarrasser de ces chaînes mentales, il faut en réalité avoir une grande connaissance, une grande éducation pour pouvoir comprendre qu'il faut faire la part des choses. C'est pas parce qu'on a dessiné Jésus comme un homme blond avec les yeux bleus que tous les blancs aux yeux bleus sont supérieurs à vous. Mais pour vraiment faire cette part des choses, cette analyse, il faut avoir un grand capital intellectuel. Il faut prendre le temps de défaire tous les schémas mentaux, psychologiques et silencieux qui existent pour pouvoir faire la part des choses et se débarrasser de ce sentiment d'infériorité. En résumé, plus une personne sera éduquée, intellectuelle, moins elle aura ce sentiment, ce complexe d'infériorité par rapport à sa carnation de peau. Bien au contraire, ça veut dire qu'en fait, elle va s'évaluer par rapport aux choses qui sont tangibles, comme le capital intellectuel, comme la réussite sur le plan professionnel, etc. Donc on va se débarrasser de ce complexe d'infériorité uniquement basé sur la couleur de peau. C'est la raison pour laquelle l'éducation est la clé. Ce qui s'est passé, c'est qu'aux États-Unis, il y a eu une sorte de dénazification, mais pour le peuple noir. C'est-à-dire que via le mouvement des Black Panthers, on a réappris au peuple noir à s'aimer, à aimer la texture de ses cheveux, à aimer son nez, à aimer sa couleur de peau. Ce qui fait qu'aux États-Unis, en fait, parce que le mouvement des Black Panthers est passé, le peuple a eu le temps de penser ses blessures, a eu le temps de guérir en fait de certains de ses traumatismes. Et ça, c'est grâce au travail des personnes comme Malcolm X. Je vous laisse du coup l'image à l'écran, qui est un résumé d'un discours qui était très puissant, qu'il avait eu l'opportunité de faire avant sa mort notamment. Et c'est vraiment quelque chose qui est très puissant. On pose des bonnes questions. En gros, on demande, mais qui t'a appris à haïr la texture de tes cheveux, qui t'a appris à détester en fait ce à quoi tu ressembles, etc. C'est vraiment par les biais de ce genre de discours très poignant, très percutant, que le peuple noir aux États-Unis a réussi à se débarrasser d'un certain complexe d'infériorité. Alors maintenant, les bases historiques sont posées, les choses sont claires. On va faire un saut dans le temps pour revenir, voilà, j'ai envie de dire, à une époque un peu plus contemporaine. On va parler des sportifs aux États-Unis. Aux États-Unis, pour être un sportif, le mieux en fait, c'est de passer par une université pour avoir une bourse scolaire et grâce au sport que l'on fait, pouvoir être repéré si jamais on a la chance de l'être. Donc, ce qui veut dire que les joueurs, que ce soit de football ou de basket aux États-Unis, sont des personnes qui sont éduquées. Rappelez-vous que je vous ai dit que c'est grâce à l'éducation qu'on arrive à se débarrasser des chaînes mentales et on arrive à se débarrasser de ce sentiment, de ce complexe d'infériorité. Donc, si vous prenez le cas des joueurs de football ou de basket américain, vous allez voir que voilà, la plupart sont passés par des universités avec de bonnes notes et grâce à ça, ont pu avoir des bourses. Donc, aux États-Unis, on a des hommes noirs éduqués. Et cela se ressent dans le choix en fait de leurs partenaires. La plupart des joueurs de football ou de basket aux États-Unis sont avec des personnes de leur communauté. J'ai envie de vous dire que l'homogamie est la chose la plus basique, la plus normale que l'on retrouve chez tous les peuples normaux. C'est-à-dire, si vous êtes une personne noire, vous êtes naturellement attiré par un homme noir. Ça, c'est quelque chose de normal. Ce n'est pas du racisme en fait, c'est une chose qui est naturelle. C'est une chose que les humains ont développée naturellement. Donc aux États-Unis, on assiste à ce qu'on appelle le Black Love. C'est valoriser en fait d'être avec une personne de son ethnie parce que en fait c'est aussi un signe fort social qui montre à l'autre que voilà, on a fait notre introspection, on a eu le temps de se libérer de nos chaînes et finalement en fait de se débarrasser de ce complexe d'infériorité. À présent, on va parler des Noirs de l'équipe de France. C'est un sujet qui me désespère, mais je vais quand même être objective et aller droit au but tout en étant stratégique. Si vous analysez le parcours des joueurs de l'équipe de France, on va retrouver beaucoup de similitudes. On va retrouver déjà la composante liée à l'immigration,
que ce soit par le biais de leurs parents ou par leur propre biais, parce qu'ils sont nés à l'étranger et qu'ils ont grandi en France. On va également retrouver une composante liée à la pauvreté économique, c'est-à-dire que la plupart ont grandi dans des cités, dans des tours, dans des quartiers défavorisés. Et le football a été pour eux un moyen salvateur pour pouvoir se sortir de cette misère. Autre composante qu'on va retrouver, c'est le manque d'éducation. Les joueurs de l'équipe de France noire sont des personnes qui sont peu éduquées. La plupart n'ont même pas le bac. Il n'y a là aucun jugement de valeur, ce sont des faits. Autre composante que l'on va retrouver, c'est la composante de la cellule familiale dysfonctionnelle, c'est-à-dire soit avec un père défaillant ou absent, voire même démissionnaire, parce qu'en fait, l'immigration, c'est une chose qui est très dure à vivre. Certaines personnes ont perdu leur niveau de vie, le niveau de vie qu'ils avaient au pays. Arrivés en France, les choses sont difficiles. Soit parfois, les diplômes ne sont pas reconnus et on va avoir des ingénieurs qui sont obligés de devenir vigiles, par exemple. Et vraiment, l'immigration comporte aussi son lot de malheurs. Et ça a un impact sur la cellule familiale de laquelle ces joueurs sont issus. Donc, comme je l'ai dit, un père défaillant, démissionnaire ou blasé parce qu'il a perdu en qualité de vie, soit alors on va retrouver des mères qui sont extrêmement masculines, qui vont devoir cumuler 2-3 jobs pour essayer de faire le rôle du père qui est défaillant ou absent. Donc, les joueurs ont grandi avec une image maternelle vraiment très masculine. On a une mère qui faisait le rôle du père et le rôle de la mère. Autre chose, puisque ces personnes ont grandi dans des cités, on sait que dans les cités, la féminité est quelque chose qui est prohibé. En fait, on ne va pas laisser les jeunes femmes qui sont dans les cités s'habiller comme elles veulent, sous prétexte de faire une mauvaise réputation à la famille, aux grands frères, la religion, etc. Il y a vraiment beaucoup de barrières mentales qui empêchent les femmes de devenir féminines et de pouvoir explorer tout simplement leur féminité, que ce soit par le biais des vêtements, par le biais des coupes de cheveux, etc. Donc ça veut dire que les femmes, surtout qu'on est dans une cité donc majoritairement noire, eh bien, elles ont véhiculé une image très masculine auprès de ces hommes, en plus de l'image très masculine que ces hommes ont déjà par rapport à leur propre mère. On va rajouter à cela que la plupart des parents de ces joueurs sont issus du continent africain, où il y a également beaucoup de problématiques liées aux familles, que ce soit de la sorcellerie, de la jalousie ou des tentatives en fait d'escroquerie. On a toujours en fait une tante qui ne fait rien de sa vie, qui veut vivre au crochet des autres. En somme, on a vraiment une image familiale de l'Afrique qui est très néfaste et très négative. Donc, vous mettez tout ça ensemble, forcément, un joueur noir de l'équipe de France ou un jeune qui a grandi en cité, il n'a pas forcément la meilleure image en fait de la femme noire. Il n'a pas forcément une bonne image de celle-ci. Maintenant, à tout cela, on va rajouter encore le caractère religieux. Les jeunes noirs qui habitent en cité et qui sont très facilement influençables, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? Ils ont envie de copier leurs copains maghrébins par effet de groupe. Ils vont se convertir dans des religions qui ne sont pas les leurs, non pas parfois par conviction, etc. Mais la plupart, il faut se le dire, c'est par effet de groupe. Ou alors parce qu'ils veulent cirer une meuf, pour dire vulgairement. Donc ils vont vouloir se conforter à l'image du groupe pour éviter l'exclusion, pour éviter d'être mis à l'écart. Ils vont se calquer sur les comportements des personnes maghrébines de cité. Ça, c'est valable à la fois pour les jeunes et également pour les jeunes femmes, donc les jeunes hommes et les jeunes femmes. Et donc, c'est vraiment le phénomène qu'on va retrouver comme ça. En se calquant par rapport au comportement des jeunes maghrébins de cité, les jeunes noirs, en fait, les jeunes hommes noirs vont eux aussi commencer à mettre sur un piédestal la femme maghrébine. Surtout pour les personnes qui ont choisi de suivre la religion musulmane. En plus de ça, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a, on va dire, cette emprise psychologique en fait, parce qu'on va vénérer, ou du moins on va prier, ou on va louer, peu importe le terme que vous allez utiliser, une personne, une divinité, un prophète, un messie, un je ne sais quoi, qui ne nous ressemble pas physiquement. Donc, vous mettez ensemble tous ces éléments, ça crée en fait une soupe de problèmes psychologiques, une soupe de souffrance en fait, une soupe, j'ai envie de dire, de complexe d'infériorité. Et tout ça, vous saupoudrez le tout avec un manque d'éducation, et vous avez les joueurs de l'équipe noire de foot de France.
Ceci explique cela pour les femmes maghrébines. Maintenant, pour les femmes caucasiennes, la situation est différente. C'est une loi économique. C'est celle de la rareté. Tout ce qui est rare est ce qui a de la valeur. Par exemple, les diamants. Si on croisait des diamants à chaque coin de rue, leur valeur baisserait automatiquement à cause de la quantité qui est beaucoup trop accessible à tous. Donc, c'est une loi économique, la rareté augmente le prix d'une marchandise. Et c'est vrai pour les femmes blanches. Lorsqu'on regarde les hommes noirs de cité, la plupart de ces hommes-là ont grandi dans des cités où il y avait finalement très peu de caucasiens. Les seuls caucasiens qui restent dans des cités sont des caucasiens d'une classe sociale inférieure, c'est-à-dire d'une basse classe sociale. Vous n'allez pas rencontrer une personne issue de la famille Rothschild dans la cité de la Courneuve ou dans la cité de Bobigny, par exemple. Ça n'existe pas. Donc, les seules femmes blanches, finalement, auxquelles ces hommes ont accès et peuvent avoir accès sont des femmes blanches, mais d'un certain niveau social. C'est pas la crème de la crème, c'est pas le top du top. Ce sont des femmes qui leur sont accessibles. En l'occurrence, des Mélanie et des Samantha. Mais ça, on en parlera de cela un peu plus tard. Donc, ces femmes caucasiennes vont en plus de cela bénéficier de l'image, de la bonne image qui est véhiculée par les médias occidentaux, dans les films, dans les séries, etc. Elles vont bénéficier de ce qu'on appelle l'effet de halo. Lorsqu'on va au cinéma, dans la plupart des films, les gens qu'on a au journal, par exemple, sont des femmes blanches caucasiens ou alors des hommes caucasiens. C'est une évidence. Encore une fois, nous ne sommes pas dans la victimisation, nous sommes dans la constatation de faits. Et ces femmes caucasiennes blanches qui grandissent ou évoluent dans les cités, bah, elles ne le font pas forcément parce qu'elles en ont envie, c'est parce que leurs parents n'ont tout simplement pas les moyens. Dans le monde capitalistique dans lequel nous sommes, personne aujourd'hui ne veut laisser son enfant grandir dans une cité quand il ou elle a les moyens d'aller ailleurs, d'aller à Neuilly, d'aller dans le 16e, d'aller à Versailles. C'est quelque chose qui est normal et naturel. Donc les personnes qui restent dans les cités sont des personnes qui n'ont malheureusement pas réussi à faire leur ascension sociale. Donc soit on va retrouver une catégorie d'immigrés, par exemple des pays du Sud, comme le Portugal, l'Espagne, soit on va retrouver en fait des familles françaises souches, de pure souche comme on dit, mais d'une classe ouvrière ou d'une classe en tout cas économique faible. Et la vérité sur les femmes caucasiennes qui choisissent ou acceptent d'être en couple avec des personnes comme des Martial, des Pogba, c'est que ce ne sont pas les premiers choix dans leur propre communauté. Dans la communauté blanche, la compétition est assez féroce et surtout, je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, dans la communauté caucasienne et également plus particulièrement dans la communauté bourgeoise, élitiste, etc., le choix du conjoint n'est pas un choix qui est laissé au hasard. Il est fait à base de pragmatisme, c'est-à-dire qu'on va choisir une personne en fonction des capitaux qu'elle va apporter dans la relation, en fonction des choses qu'elle va m'apporter, en fonction de l'endroit où je suis et de l'endroit où je veux être. Et je pose la question fondamentale, est-ce que cette personne est en mesure de m'y amener, oui ou non? Si oui, on fait notre chemin ensemble, sinon on ne fait pas de chemin ensemble. C'est vraiment un amour qui est pragmatique dans les milieux de la haute société et de la haute bourgeoisie. Et ça, j'en parle dans ma masterclass haute société. Comme je disais, ces femmes caucasiennes qui acceptent d'être en couple avec des personnes comme des Martial ne sont pas des femmes qui sont désirées ou mises sur un piédestal dans leur propre communauté parce qu'elles n'ont pas de capitaux. Ce sont vraiment des personnes issues de, j'ai envie de dire, d'un milieu populaire. Et dans la communauté caucasienne, comme je l'ai dit, hein, l'amour est vraiment fait à base de pragmatisme. Et le haut du panier de cette communauté caucasienne, de cette communauté blanche, on va retrouver des personnes comme les fils de Bernard Arnault, des héritiers de l'empire Gucci, Vuitton, etc. Et ces femmes-là, parce qu'elles n'ont rien apporté fondamentalement sur la table, étant donné que la beauté ne suffit pas, elles ne peuvent pas accéder à ce haut du panier. Elles sont en fait mortes dans le game, dans cette course en fait. Donc au niveau de la compétition, c'est compliqué pour elles de se positionner avec les hauts du panier de leur propre communauté. Et donc, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont tout simplement se déverser dans les communautés où c'est plus facile pour elles parce que ces personnes-là seront directement mises sur un piédestal à cause de leur couleur de peau par des personnes peu éduquées. J'en ai parlé dans ma vidéo avec Abou, mais c'est en fait exactement la même chose. Abou
c'est Martial. Abou, c'est Martial. Abou, c'est Pogba. Voilà, c'est vraiment des personnes qui ont grandi dans le même environnement et qui ont pris le même chemin de vie. Pour certains hommes noirs peu éduqués, le fait qu'une personne puisse tout simplement être caucasienne, bah, ça suffit en fait pour être mis sur un piédestal. Ça suffit parce qu'ils n'ont pas pris le temps de se débarrasser de leur chaîne mentale. Ils n'ont pas pris le temps de cette déconstruction mentale, étant donné qu'en France, dans un environnement francophone, bah, on n'a pas eu de Malcolm X, on n'a pas eu de Martin Luther King, on n'a pas eu de personnes pour véritablement faire en sorte que ces personnes puissent reprendre tout simplement le cours normal de leur vie et reprendre la main sur leur conscience et leur mental. À présent, on va parler des futurs arguments des haters qui vont nous dire que l'amour n'a pas de couleur et que ce n'est que du pur hasard si aujourd'hui tous les joueurs noirs de l'équipe de football française sont mariés à des caucasiennes ou à des maghrébines. Eh bien, laissez-moi vous dire que d'abord, vous n'avez pas de chance parce que vous tombez sur une intellectuelle. D'une part, je suis une intellectuelle, mais en plus de l'autre, c'est que je suis ingénieur de formation. Donc, dans mon métier, pour celles et ceux qui ne savent pas, mon métier, c'est créer des algorithmes d'intelligence artificielle appliqués à la finance. Donc, quand je ferme mon PC, c'est ce que je fais au quotidien. Donc, tous les jours, je fais des maths, tous les jours, je code. Et donc, je vais vous démontrer mathématiquement que cet argument ne tient pas la route et n'a pas de fondement intellectuel logique. Si l'on disait que l'amour ou que le choix du conjoint est uniquement le fruit du hasard, d'abord, d'une part, c'est d'ignorer le travail colossal de Bourdieu et de Amadieu. Ensuite, c'est également ignorer la sociologie et enfin, ignorer la partie psychologique et les faits historiques que je viens de vous présenter. Mais en plus de cela, mathématiquement, ça voudrait dire que l'amour, c'est quelque chose d'aléatoire. Donc si on modélise ça, on devrait attribuer à l'amour un modèle stochastique, c'est-à-dire un modèle qui n'est pas prévisible et dont le résultat est aléatoire. On va mettre une dose d'incertitude dans ce modèle-là. Or, par rapport à la population française, elle n'est pas majoritairement et elle n'est pas plutôt uniformément composée de femmes maghrébines ou caucasiennes, elle est également composée de femmes d'autres origines. Donc, on devrait avoir parmi les femmes des joueurs noirs de l'équipe de football française également des femmes noires. Or, ce n'est pas le cas. Si on regarde d'un point de vue micro, les frères Pogba ont tous épousé des femmes non noires. Mais si on regarde dans un autre échantillon, comme on dit en maths, une autre population, c'est-à-dire celle des joueurs noirs qui ont grandi en Afrique, la majorité sont tous avec des femmes noires, que ce soit Drogba à l'époque ou Samuel Eto'o, etc. Donc, on peut prédire avec, j'ai envie de dire, 90% de certitude que les hommes noirs qui ont grandi en Afrique et qui sont devenus des footballeurs finissent majoritairement tous, même s'il existe des exceptions, avec des femmes de leur pays ou du moins des femmes noires. Mais ceux qui ont grandi dans des banlieues, dans des cités, finissent pratiquement tous avec des maghrébines ou des caucasiennes. À ce moment-là, ce n'est plus un modèle stochastique. Ça, ce que je viens de vous montrer là, ça s'appelle une démonstration par l'absurde. Donc, à ce moment-là, comme le modèle n'est plus stochastique, il est ce qu'on appelle déterministe. C'est-à-dire que on peut prédire déjà le choix de quelqu'un en fonction de l'environnement dans lequel il a grandi et en fonction de sa cellule familiale. Au-delà des arguments sociologiques et psychologiques évoqués plus haut, j'ai envie de vous dire qu'il y a aussi la pression de l'environnement. Parce que les footeux ne sont pas connus pour être de grands intellectuels. Et parce qu'eux-mêmes ne sont pas de grands intellectuels, ils ne vont pas valoriser le côté intellectuel chez une femme. Dans leur monde, dans leur milieu, ce qui compte, c'est la plastique. Étant donné qu'eux-mêmes, j'ai envie de dire, gagnent leur pain avec leur physique, ils mettent le physique sur un piédestal et tout en haut en termes de liste, en termes de critères qu'ils recherchent chez leurs femmes. Donc, les footeux ont pour finalement seul critère la beauté, l'aspect esthétique. Et par rapport à leur milieu, par rapport à leur monde et par rapport à l'effet de groupe, c'est la femme blanche ou caucasienne qui va être valorisée. En tout cas, une femme qui est à l'opposé des critères d'une femme noire. Je vais vous parler du cas de Lilian Thuram que j'affectionne particulièrement. Je le trouve brillantissime à souhait et pourtant c'est un joueur de football. Et Dieu
sais que voilà, je n'ai pas beaucoup d'estime pour les joueurs de foot, mais lui, c'est vraiment une personne que je trouve particulièrement brillante. Attention ici, quand je parle d'intelligence, en aucun cas c'est lié au diplôme, hein. C'est vraiment le temps de pouvoir faire sa propre introspection. Je crois que c'est le travail le plus difficile qu'un humain puisse accomplir en fait, que celui de se poser des bonnes questions, de faire sa propre introspection. Et Thuram, c'est quelqu'un qui l'a fait. C'est quelqu'un qui a eu le temps de se déconstruire en fait mentalement par rapport aux clichés qu'on lui avait imposés et il a eu le temps de se désaliéner. C'est pour ça en fait qu'un de ses fils porte le nom de Marcus, Marcus en hommage à Marcus Garvey. C'est vraiment quelqu'un qui s'est posé des bonnes questions et qui n'est pas tombé dans ce piège-là. D'ailleurs, une de ses phrases préférées, c'est vraiment pourquoi est-ce que tout ce qui est associé au noir doit être associé au mal et tout ce qui est associé au blanc doit être associé à la pureté. Qui m'a imposé cette idée? Et ça, ce sont des paroles que je rapporte de Lilian Thuram. C'est pour vous dire en fait à quel point que lorsque vous faites cette introspection, vous posez les bonnes questions, vous arrivez à changer en fait de paradigme, bah c'est tout simplement naturel pour vous de vous diriger vers les gens de votre propre race, les gens de votre propre communauté, sans subir un effet de corne au départ. Attention, comprenez-moi bien, je n'ai rien contre les couples mixtes, vous avez le droit d'aimer qui vous voulez, mais si c'est un métissage qui est forcé, qui est fait pour suivre un effet de groupe, ou qui a été fait suite, j'en sais rien, aux différentes pressions que la société vous met, ça je trouve ça dommage. Mais si c'est un choix qui est fait en pleine conscience et dignement, alors oui, vous avez le droit d'aimer absolument qui vous voulez. Et Thuram a eu le temps de faire sa propre introspection et a compris que voilà, le noir n'est pas toujours associé à la médiocrité ou au mal en fait. On peut être noir, éduqué, belle, beau, intellectuel et être quelqu'un de bien. Vous voyez, c'est vraiment un travail de déconstruction mentale qui est nécessaire et qui doit être fait. Lui, il a fait. La preuve en est que son fils s'appelle Marcus. Marcus a été prénommé ainsi en hommage à Marcus Garvey, qui est un activiste noir aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Alors, Marcus Garvey n'est pas américain, mais c'était un activiste du panafricanisme et en tout cas, il évoluait dans le monde anglo-saxon. Alors, à titre personnel, je n'ai pas particulièrement d'admiration et je ne suis pas non plus impressionnée par les footeux, influenceurs et les stars. En tant que tel, sur mon échelle de valeur, dans mon échelle de valeur, j'accorde de l'importance aux personnes qui savent faire preuve de réflexion profonde, qui savent faire une introspection de leur propre personne, qui savent analyser les choses de manière objective. Voilà des personnes pour qui j'ai du respect et de l'estime. En l'occurrence ici, pour le cas de Thuram, on est dans ce cas de figure-là. C'est une personne, pour moi, que je trouve intelligente, réfléchie, et cela se ressent dans ses choix, dans sa manière de s'exprimer et dans sa vision des choses. À présent, on va parler du cas Anthony Martial, c'est-à-dire l'histoire avec Mélanie et Samantha. Donc, Martial est né un 5 décembre 1995. Actuellement, il a 27 ans à peine et il est également né de parents d'origine guadeloupéenne. C'est, comme je l'avais prédit, un homme noir qui a grandi en cité. Ce n'est pas définitivement pas un hasard. Il a grandi dans le 91 et comme on pouvait également le prédire, c'est pas quelqu'un qui a fait de grandes études. Au contraire, il a été repéré assez tôt grâce à son talent et il a dû quitter les bancs d'école pour se consacrer à sa passion qui est le foot. Le cas d'Anthony Martial me fait un peu penser au cas des enfants stars qui vont être privés d'une enfance parce qu'ils ont du talent et que c'est aussi un ticket en fait de sortie de pauvreté pour leurs parents. C'est-à-dire qu'au lieu de les laisser avoir une enfance ordinaire, normale, on va les pousser à fond dans leur passion pour devenir quelqu'un. Et pour moi, c'est le cas d'Anthony Martial parce que très tôt, il a été repéré, comme je l'ai dit, et donc il n'a pas eu le temps de finalement vivre sa jeunesse. Il n'a pas eu le temps de profiter, de devenir un adulte, de pouvoir mener sa réflexion au bout, de pouvoir faire également une introspection et de pouvoir devenir tout simplement un adulte responsable qui assume ses choix et qui sait également où il va. Sans surprise aucune, c'est donc naturellement qu'Anthony va se tourner vers une fille de sa cité, ou du moins du département dans lequel il a grandi, en la personne de Samantha. Toujours sans surprise, Samantha
femme caucasienne issue du ghetto, issue du 9-1, sans capitaux, sans capital économique, social, mais disposant d'un capital esthétique jugé suffisant pour une certaine partie de la communauté. C'est également une femme très ghetto, à en juger par rapport à son comportement, puisqu'elle donne rendez-vous à une certaine Mélanie Dacruz pour aller en découdre sur l'autoroute. Samantha et Anthony vont avoir un enfant ensemble qui s'appelle Peyton et vont rester ensemble durant 2 ans. Au bout de ces 2 années, ils vont se séparer. Donc Anthony Martial devient papa rapidement à l'âge de 19 ans. Comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui, selon moi, a été privé de son enfance et qui n'a pas eu le temps de devenir mûr. Anthony Martial, quand je le vois, je ne vois pas un homme, je vois un enfant à qui on a voulu en fait donner une responsabilité qui était trop élevée, trop forte pour lui. C'est quelqu'un qui a certes le capital économique, mais qui n'a pas les épaules solides pour devenir papa et encore moins pour gérer un foyer. La preuve en est qu'il n'est même pas en mesure de gérer son foyer, c'est-à-dire les 2 mamans de ses enfants, il n'est pas en mesure de les faire asseoir et de discuter correctement avec elles. Donc à partir de ce moment-là, quelqu'un qui ne sait pas gérer son foyer, à quoi est-ce que vous vous attendez? Et pendant que ces 2 coépouses étaient en train de se battre sur l'autoroute, lui, il aurait été aperçu avec une autre blonde, une autre femme en boîte de nuit. Samantha, selon moi, a voulu faire la stratégie de l'enfant pour conquérir ou pour garder un homme. Sauf que cette stratégie ne marche pas du tout. J'en ai parlé dans ma vidéo sur la famille Pembe. Pour celles et ceux qui ont le badge, allez la regarder. Passons à présent au cas de Mélanie Dacruz. Elle a exactement le même profil que Samantha, c'est-à-dire que c'est une femme caucasienne et elle aussi, elle a grandi dans le 91, dans le 9-1, dans le ghetto, dans la street. Et j'ai envie de vous dire que cela se voit, sa manière de s'exprimer, sa manière de se comporter et pire encore, son passage dans une émission de télé-réalité. Je vous ai dit dans une de mes vidéos que les personnes qui font de la télé-réalité sont des personnes qui, dans la vie réelle en fait, sont marginalisées. Sont des personnes qui n'ont pas pu faire leur ascension sociale par la voie normale, c'est-à-dire entreprise, voie professionnelle ou la voie des diplômes. Ce sont des personnes qui ont échoué, en tout cas selon moi, dans la course en fait, à l'ascension sociale dans le monde réel. Et donc, un des moyens qu'ils ont trouvé, c'est pour moi un moyen facile, c'est de faire de la télé-réalité. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'une personne qui a une carrière et pas un job, une carrière dans la vie réelle, puisse faire des émissions de télé-réalité où elle va s'afficher comme ça devant la France entière. Les personnes qui font ça en général ont très peu de choses à perdre parce que ce sont des personnes qui ont très peu finalement bâti dans le monde réel. On trouve généralement 2 cas de figure par rapport aux personnes qui ont fait de la télé-réalité. Soit ce sont des personnes qui sont issues de cellules familiales dysfonctionnelles, comme Nabila par exemple, ou ce sont des personnes qui ont envie de faire leur ascension, mais par la voie facile qui est la télé-réalité, parce que derrière il y aura un capital notoriété à faire fructifier. Notamment, c'est le cas d'Ayem Nour. Sinon, voilà, de manière générale, quand vous avez un job, quand vous avez un nom de famille à protéger, une réputation à protéger, en tout cas, quand vous avez quelque chose de valuable, comme on dit en anglais, à protéger, vous n'allez jamais vous afficher sur les réseaux sociaux ou dans une émission de télé-réalité. Donc, la fameuse Mélanie que vous voyez à l'écran, Samantha l'accuse d'avoir détruit son couple. Et puisque voilà, Anthony Martial va se mettre rapidement en couple avec Mélanie, et au bout de quelques années, ils vont se marier et ils vont avoir également un enfant. Quel est donc le véritable problème? On a 2 personnes âgées de plus de 30 ans chacune, 2 tantines, si je puis me permettre, Mélanie Dacruz qui a 32 ans et Samantha qui elle aussi est dans la trentaine, qui chacune a déjà donné la vie, donc est censée être une maman, est censée être responsable d'une âme. Et donc ces 2 personnes vont se faire la guerre sur les réseaux sociaux depuis quelques années. Durant quelques années. Ensuite, là récemment, elles ont décidé d'en venir aux mains et elles ont décidé d'en découdre. Elles se sont données à cœur joie sur les réseaux sociaux à coups de snap, à coups de snap, à coups de snapchory, Insta, je sais pas quelle connerie, bref, whatever. Donc, elles se sont donné rendez-vous pour aller se battre
Et ça a fini sur l'autoroute. Ça a fini en course-poursuite sur l'autoroute où elles ont mis en danger la vie d'abord de plusieurs personnes. Elles ont également mis en danger leur propre vie. Et tout ça en filmant, en snappant. Chaque femme a donc apporté des soutiens, que ce soit des amis du côté de Mélanie Lacruz ou alors des frères, des nièces, peu importe, du côté de Samantha. Et donc ça a fini avec l'intervention de la police, naturellement, puisque c'était sur l'autoroute. On voyait Samantha en train de faire demi-tour sur l'autoroute. Je vous laisse imaginer toute l'agressivité de la scène. Mais en plus de ça, il paraîtrait qu'elle se sent encore dans les rendez-vous après cet épisode pour aller en découdre de manière physique. En gros, les deux femmes se sont battues. Donc, on a deux tantines qui se sont battues sur l'autoroute et qui se sont battues de manière vraiment physique, à coups de gifles, de griffes, etc., pour un homme qui n'en vaut même pas la peine. Et pour un homme qui a déjà tourné la page, puisqu'il aurait été aperçu avec une autre femme. Je vous laisse imaginer toute la médiocrité, en fait, le soubassement de toute cette histoire. Honnêtement, j'ai aucune envie d'analyser leur couple parce que ça n'en vaut même pas la peine. L'homme est médiocre, les deux femmes sont médiocres, sont ghetto. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? Ce qui m'a choqué, ce n'est pas tant on va dire les clashs de Mélanie et de Samantha, c'est vraiment l'intervention de la femme noire sur l'autoroute qui était vraiment sur le point d'en découdre avec Samantha. Donc Mélanie Lacruz a ramené ses copines et une de ses copines est sortie de sa voiture en plein milieu de l'autoroute pour aller affronter Samantha. Et dans cette situation, il n'y a rien qui va. Mais je ferai une vidéo spécialement dessus pour parler des dynamiques au sein des amitiés des femmes noires avec des femmes maghrébines ou occidentales, ou alors caucasiennes. Je vous montrerai comment utiliser le privilège de vos amis blancs, caucasiens, voire même maghrébins, et arrêter de vous faire exploiter. Et pour cela, on va prendre l'exemple de Jenny BSG et de la petite Anaë. Nous arrivons ainsi à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous demande, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne, liker, commenter et on se dit à très bientôt pour la partie 2.